Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de juin. Donc sans plus attendre, on va commencer par les films. Donc ce mois-ci niveau film, j'ai pas mal regardé des films réalisés par Michel Oslo, qui est un grand nom pour ce qui est des films d'animation en France, et qui a une esthétique qui est quand même très particulière. C'est celui qui a réalisé Kirikou, Azur et Asmar. Je pense que c'est ces films-là que tu vas le plus connaître dans sa production. Et en fait, dans le cinéma de ma banlieue, il y avait une rencontre avec Michel Oslo et une projection de son dernier film. On va en parler juste après. Et du coup, je me suis dit, ah ben attends, ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qu'il avait fait, etc. Quand j'étais petite, je regardais en boucle et en boucle et en boucle Kirikou, donc c'est quand même... Enfin, ces films ont quand même vachement marqué mon enfance. Et comme normalement, là, dans les abonnés, on fait à peu près partie de la même génération, je pense que vous aussi, vous devez bien connaître ces films. Et du coup, je me suis dit, bon, attends, on va regarder un peu ce qui a été fait récemment. Et je suis tombée sur Dilili, qui est l'histoire d'une jeune, il me semble qu'elle est malgache, je sais plus si elle est malgache ou d'une autre origine, qui arrive en France pendant la Belle Époque. Et du coup, en fait, c'est un film qui, déjà, de par sa période, va tout de suite me parler, étant donné que c'est ma spécialité, la Belle Époque. Il y a une profusion d'œuvres d'art et de personnalités de cette époque-là qui est évoquée, que je me suis fait de très belles révisions avec ce film, mais l'histoire est très intéressante parce que c'est une intrigue un petit peu policière où, avec un jeune homme, Dilili va partir à la recherche des malmaîtres et de savoir ce qu'ils préparent, etc. C'est une sorte de mafia, organisation secrète qui est très méchante et qui enlève les petites filles en ce moment dans Paris. Et du coup, ils vont essayer de percer le mystère des malmaîtres. C'est un film qui est féministe. Vraiment, les malmaîtres capturent des petites filles pour certaines raisons. Et à un moment, on a un passage où t'as l'espèce de gourou des malmaîtres qui expose sa théorie et ses envies, on va dire. Et ouais, c'est un film qui est pas mal engagé au niveau du féminisme, etc. Tu vas avoir plein de personnalités. Dilili va rencontrer toutes ces personnalités et va avoir envie de faire le métier de chacune de celles-ci. Donc vraiment, c'était très mignon à voir. L'animation est très belle aussi. Tous les décors, ça va mélanger en fait à la fois du dessin animation et de vrais décors qui existent dans Paris, comme certaines maisons, certaines peintures, certains objets de mobilier, etc. On va retrouver la Sarah Bernard par exemple, donc évidemment moi j'étais très contente. On a du Suzanne Valadon, on a Picasso, Matisse, je crois qu'il y a du Giacometti aussi qui est là, on a Proust, on a Toulouse-Lautrec, enfin vraiment on a toute cette effervescence artistique, culturelle, intellectuelle qu'il y avait à la Belle Époque, quoi, réunie dans un seul film. C'est quand même assez sympa, et il se pourrait, peut-être si j'ai la foi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, que je fasse une vidéo sur les œuvres d'art dont dit Lily, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à traiter, et ça pourrait être assez bien aussi de pouvoir te parler un peu de ce contexte du 19e siècle, de la fin du 19e siècle en France, et de Paris, capitale des arts, etc. Enfin bref, c'est une idée que je mets là. Je te conseille d'aller voir ce film qui se regarde très bien, c'est très divertissant, et que tu sois adulte ou enfant, ça se regarde, c'est pas réservé aux enfants les films d'animation. Donc je te conseille fortement. Et le fameux nouveau film, mais qui date, il me semble qu'il a dû être présenté en 2022, c'est Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, qui cette fois va être un film qui va rassembler 3 contes en un seul film, waouh. Et ils vont être reliés par le fil rouge, entre guillemets, qui est une conteuse qui raconte à une audience divers contes. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que dans un film, tu vas partir voir différentes cultures et époques. Donc par exemple, pour ce qui est de l'Égypte, on est à l'époque des pharaons noirs. C'est une histoire qui s'inspire d'une stèle
qui était présente à une exposition sur les pharaons noirs, justement au Louvre. Elle a notamment travaillé avec le conservateur sur cette histoire-là. Donc super intéressant, moi forcément ça me parle. Et le deuxième conte, c'est inspiré d'un conte d'Auvergne. Où voilà, pareil, c'est inspiré de ce conte-là, il le revoit, il le reprend et il le traite à sa façon. Et le dernier, c'est inspiré de contes orientaux, et là on va être en Turquie. Et pareil, encore une fois, les décors, les costumes, la nourriture, surtout dans le dernier conte, la nourriture, c'est vraiment splendide à voir. Tu sens qu'il y a des recherches qui ont été faites pour chacune des périodes, pour chacune des périodes et des cultures, et que ces recherches sont aussi faites pour respecter ces différentes cultures et les célébrer. Donc je trouve que généralement, il fait vraiment du bon travail sur le traitement d'une période, enfin là parce que je pense à Dilili par exemple et à tout ce contexte de la Belle Époque, et il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément mentionnées mais que tu vois à l'image où j'étais en mode bien joué, oui, il y avait bien ça à cette époque, etc. Moi, je trouve les recherches sont vraiment bien menées, et aussi là ce qui était très intéressant, c'est que la réalisation, la mise en scène, etc. va s'adapter aussi aux époques. Par exemple, pour la partie où on est en Égypte, ça va être plutôt de la 2D un petit peu si on veut, du moins les personnages sont souvent de profil, comme sur les fresques égyptiennes que tu connais sûrement. Pour le conte du sauvage, qui est plutôt pendant la période médiévale, c'est tout un jeu d'ombres en fait, les personnages sont comme des ombres, il y a tout un jeu avec les vitraux, etc. Donc super beau à voir. Et le dernier, là on est dans quelque chose, là on est dans la 3D, on est dans le mouvement, les deux personnages sont en quête d'une sorte de liberté, donc ça bouge pas mal, et vraiment c'était sublime. Moi il y a un truc qui m'obsède depuis que je suis petite dans ces films, c'est le bruit que font les bijoux. Il y a toujours des personnages qui ont des parures incroyables, et le bruit qui les accompagne, c'est toujours assez magique. Donc bref, vraiment je te conseille fortement les films de Michel Oslo, qui soit dit en passant du coup était présent pendant la projection de ce film là, et qui a l'air juste d'être un humain adorable, et super humble et super mimes. Donc voilà, je te conseille vraiment de regarder ces films, c'est vraiment de la poésie en animation, vraiment c'est assez enchanteur de regarder ces films, très reposants aussi, donc je te conseille. Et je crois que j'ai pas vu plus de films que ça ce mois-ci, j'espère ne rien oublier parce que là je t'avoue j'ai été un peu éparpillée ce mois-ci. Mais on va passer donc aux séries, télé-réalités, etc. Donc, comme au moment où je te parle en fait, ce soir, il y a la saison 2 de Drag Race France qui va commencer. Donc évidemment, avant de reprendre Drag Race France, je me suis retapé toute la saison 1, que je trouve toujours tout aussi formidable. Je t'en avais déjà parlé à l'époque où elle avait été diffusée, donc l'année dernière en fait, tout simplement. Donc Drag Race France, concours de drag queen, mais en France, adaptation, non on va dire c'est la filiale française de l'émission RuPaul Drag Race, qui est une énorme émission aux États-Unis, concours de drag queen aussi, qui en fait s'est multiplié dans différents pays pour que chaque pays ait sa compétition de drag queen. C'est une émission qui est fantastique, super fun à voir, et que je te conseille très très fortement. Voilà, je vais pas en reparler parce que j'en parle suffisamment assez souvent de cette émission, donc on va passer à la suite. Donc sinon j'ai regardé la nouvelle saison de Black Mirror. Moi je suis toujours très contente de regarder des épisodes de Black Mirror. Là il y en a juste un que j'ai pas regardé, je le regarderai un jour, mais c'est juste que l'univers m'intéressait moins. C'était l'épisode qui se passe il me semble dans l'espace, du moins dans une base spatiale, et j'avoue que ça m'intéressait un petit peu moins, donc je ne l'ai pas regardé celui-ci. Donc Black Mirror, c'est des dystopies qui vont reprendre en fait certaines choses qu'on peut voir dans notre monde actuel de façon exagérée, même si
parfois les choses sont quand même assez proches finalement, et qui est assez sombre, et enfin il y a des épisodes qui sont plus happy ending quand même, mais il y a quand même pas mal d'épisodes très sombres sur la nature humaine en fait, hein, et son évolution dans le monde. C'est très lié aux nouvelles technologies, aux nouvelles problématiques qu'on se pose vis-à-vis de tous ces sujets. Et du coup, toujours très fun à voir. En plus, ce qui est pratique, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir vu la saison 1 pour t'attaquer à cette nouvelle saison. Chaque épisode est différent, il n'y a pas de fil rouge entre les épisodes, donc si t'as pas envie d'en voir un, tu peux en sauter un et aller au suivant sans que ça gêne ta compréhension, puisqu'ils ne sont pas liés. Donc vraiment, je te les conseille. Moi, je les trouve toujours aussi bien, et ça me plaît toujours autant, cette série. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Tour de France. Bon, ça porte bien son nom, ça va parler du cyclisme et notamment de la compétition de cyclisme pendant le Tour de France. C'est un peu calqué sur Drive to Survive, qui est le documentaire pour la F1. Par contre, j'y connaissais absolument rien en cyclisme, je déteste le vélo, etc. Bref, chacun ses petits traumas avec différents véhicules, mais le vélo, moi je ne peux pas. Et je sais pas, je me suis dit vas-y, on va essayer de comprendre un peu le cyclisme, le Tour de France, etc. Et c'est vrai que je pars de très très loin. Il faut se dire que je n'avais toujours pas compris que c'était par équipe, par exemple. Enfin, on part vraiment de loin. Ce qui fait que forcément, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus compliqué à comprendre que le documentaire sur la F1. Il y a aussi plus de participants, donc c'est plus difficile de s'attacher sur une personne et de, je sais pas, retenir son prénom, comprendre un petit peu les enjeux de son équipe, etc. Il y a quand même pas mal de monde par équipe, et pas mal d'équipes aussi, ce qui fait du monde, tout court. Tu retiens les informations de base quand même, enfin du moins j'ai retenu les informations de base, pas forcément ce qu'il y a en profondeur, mis à part que vraiment le cyclisme c'est un sport extrêmement ingrat, c'est de la torture ce sport, enfin vraiment voilà, mais le documentaire était quand même intéressant. Je sais pas si je regarderai le Tour de France cette année, peut-être vite fait par curiosité, parce que je suis assez curieuse de tout, même des sujets qui au premier abord ne m'intéressent pas. Donc à voir. Après, si vous y connaissez rien et tout, franchement, ça fait son taf quand même de documentaire, ça t'apporte les informations de base, les enjeux de la saison précédente, etc. Mais il est vrai que j'ai dû un petit peu me concentrer pour bien tout comprendre. Mais je conseille ou non, à vous de voir. Ensuite, niveau jeux vidéo, en ce moment, je suis en train de jouer à Zelda, donc pas le nouveau, celui qui est avant, c'est le premier Zelda que je fais en solo. Ça m'est déjà arrivé de jouer vite fait sur les consoles de mes cousins, mais j'ai jamais vraiment joué à un Zelda, donc je me suis dit, allez, faut pas passer à côté. Surtout que celui-là, c'est en monde ouvert, tu peux aller faire un peu tout ce que tu veux, t'es pas obligé de suivre la quête principale, tu peux aller te balader ailleurs, faire des quêtes secondaires, etc. Donc voilà, moi je trouve ça très très cool pour le moment de ce que j'en ai fait. Je trouve ça archi cool d'avoir cette liberté dans le jeu. Je trouve qu'il est quand même très beau aussi, c'est très sympathique à faire. Évidemment, je kiffe le fait qu'on puisse capturer des chevaux sauvages pour que ça devienne nos montures. Mis à part qu'il y a certains moments, bon, le poney il saoule un petit peu sur certains terrains, mais bon, passons. Niveau de la difficulté, ça va, il y a juste un des boss qui m'énerve, mais bientôt, il me reste que lui là. Et bientôt, là, ça sera bon. Donc non, je trouve ça plutôt sympa. Tu as été plongé dans un coma pendant 100 ans et tu reviens à Hyrule et on te dit « Ah bah faudrait peut-être nous sauver et tout, ça fait longtemps qu'on t'attend, genre 100 ans, viens nous aider parce que là ça urge. » Et du coup bah voilà, faut sauver le monde comme d'habitude et puis la princesse Zelda.
Et du coup, en fait, t'as tout oublié. Donc, ce que je trouve cool, t'as pas forcément de tuto, de gros tutos en début de jeu pour t'expliquer comment faire les choses et tout, et c'est vraiment un peu à toi en tant que joueur de te débrouiller à trouver comment faire telle chose, genre à trouver des recettes, à découvrir ta propre histoire, etc. Et je trouve ça plutôt cool, sachant que moi, comme c'est la première fois que je joue réellement à un Zelda, j'avais pas forcément tous les automatismes du jeu qui étaient là, et du coup c'est venu aussi au fur et à mesure de l'aventure, comme si moi-même j'étais dans un coma depuis 100 ans. Donc je trouvais cette narration plutôt cool. Je trouve ça cool aussi de découvrir un petit peu l'histoire au fur et à mesure que tu recolles les morceaux de ta mémoire. Donc franchement, pour le premier Zelda que je fais, c'est super cool. Donc voilà. Au niveau des lectures, donc forcément, j'ai pas mal lu pour la vidéo-analyse de Répine, que j'ai beaucoup aimé faire. Moi, ce que je te conseillerais en lecture, surtout en lecture en français, c'est le beau catalogue d'exposition du Petit Palais, qui t'explique donc à la fois la carrière de Répine, sa production, sa biographie, etc., mais aussi un petit peu le contexte des arts en Russie à cette période-là, et puis le contexte de la Russie aussi à cette période-là. Mais le catalogue est vraiment très beau, l'exposition était aussi très belle à faire, donc voilà. Je vous avais mis sous la vidéo de Répine en fait un lien, où si t'as pas pu aller voir l'exposition et tout, et bien en fait il y a des internautes visiteurs qui ont absolument tout photographié et récupéré tous les grands cartels explicatifs qu'il y avait pendant l'explication et qui ont mis ça sur leur blog. Et du coup, bah, si t'étais pas sur Paris à cette période-là, si t'as raté, ou si, bah, même si l'expo est présente et que t'es en région, que t'as pas forcément les moyens d'aller à Paris ou quoi, tu peux du coup retrouver cette expo-là. Donc ça peut être pas mal pour avoir les petites explications si le sujet t'intéresse. Donc voilà, ça c'était pour les grosses lectures. Après c'était des articles très scientifiques et tout, donc je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, il y a toujours mes sources qui sont dans la barre d'infos de la vidéo analyse. Enfin, c'est normal de citer ces sources. Donc voilà, si vous voulez creuser un petit peu plus, il y a tout ça là-bas. Donc on va pouvoir passer aux expos maintenant. Je suis allée au musée des arts décoratifs pour faire l'exposition cheveux et poils, je crois que ça soit... Oui c'est ça, j'ai noté ça, cheveux et poils. Qui est du coup une exposition sur les cheveux et les poils, voilà. Du coup ça va revenir en fait sur l'histoire de la représentation du cheveu, mais aussi de ce qui va l'entourer. Donc c'est la représentation du cheveu, le cheveu en lui-même, au fil des années, au fil des périodes, au fil des politiques, etc., etc. Il y avait une profusion de médiums qui était assez extraordinaire. Il y a énormément d'œuvres à voir, des explications assez suffisantes, même si sur certains points j'ai trouvé ça dommage. Par exemple, le cheveu politique vient que à la toute fin de l'exposition, en conclusion, enfin pas en conclusion, mais vraiment en toute dernière partie, alors que c'est des choses qui auraient pu être abordées plus tôt, qu'il y avait plein de choses à dire sur cette question qui est importante, et ça n'a pas été fait plus tôt, donc je trouvais ça un petit peu dommage que ça soit très dilué en fait tout au long de l'expo, et qu'on ait un vrai bon cartel qu'à la fin, et qui me semblait un peu insuffisant. Ensuite, par exemple, il y a une partie où on va te parler des différentes couleurs de cheveux, notamment le roux, qui a une couleur qui est très particulière dans l'histoire de l'art, dans les cultures, etc. Souvent associée aux sorcières, aux démons, à quelque chose de mauvais, tu vois. Et il y avait vraiment juste un tout petit cartel comme ça sur une demi-simèse pour l'expliquer, donc déjà fallait le voir. Et de deux, je pense que on aurait pu laisser une simèse vraiment complète et avec un cartel un peu plus conséquent et un peu plus visible pour parler de cette couleur de cheveux qui, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire, etc., a quand même il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette couleur. Il y a eu la même chose sur le blond avec l'idée de la bimbo, du blond platine, ce genre de choses, pareil, pourquoi peut-être faire quelque chose d'un peu plus visible, même si je comprends que
ça reste ça reste un gros sujet, une grosse exposition, et que on peut pas tout aborder, c'est extrêmement compliqué, donc le musée s'en est quand même super bien sorti, je trouve. Au vu de l'énormité du sujet, c'est pas mal. À voir dans le catalogue d'exposition, j'avoue que j'y ai pas trop jeté un coup d'œil si c'est un petit peu plus développé. Mais je dirais que c'est ça. Après, au niveau de la scénographie, généralement je suis jamais déçue au musée des arts décoratifs, tu sens qu'il y a les moyens et les budgets pour faire de belles scénographies. Mais là, je dirais juste un petit couac, c'est qu'au début de l'expo, tu as des espèces de demi-franges soirée disco qui sont accrochées un peu partout dans les premières salles. Et en fait, je trouvais qu'elle faisait peut-être un petit peu cheap et qu'on n'assimile pas tout de suite que c'est une référence aux cheveux et aux poils, ces espèces de franges disco, et que je trouvais qu'elle rendait beaucoup mieux quand elles étaient sur un mur complet et pas juste des petites franges qui s'envolent avec la clim du musée, quoi. Ça c'était un peu dommage, mais vraiment c'est un petit point, voilà, c'est rien de dramatique, c'est juste un point de vue personnel. Et voilà, mais sinon, ouais, il y avait vraiment pas mal de choses. Le poil, que ce soit chez la femme et chez l'homme, a été, je trouve, assez bien traité, surtout que, en gros, c'est deux salles qui sont... Enfin, deux salles créées, qui sont collées, mais qui sont pas assemblées, dans le sens où tu fais d'abord, par exemple, le poil chez l'homme, et en fait, après, t'as un petit espace, il me semble, et ensuite tu fais le poil chez la femme, et ça te permet vraiment de voir cette différence de traitement sur le poil, juste lié à ton genre, en fait. Ce qui est quand même ouf, hein, parce que c'est la même chose, mais c'est pas traité de la même manière en fonction que tu sois un homme ou une femme. Donc ça, j'avais trouvé ça intéressant, et que cette scénographie, c'était bien d'avoir séparé hommes et femmes pour montrer justement cette différence de traitement. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est gratuit pour les moins de 26 ans, à voir les autres réductions que je n'ai pas en tête, et pense à réserver, c'est un grand conseil. Voilà. Ensuite, au Palais Galliera, j'ai fait l'exposition 1997, et évidemment, bête que je suis, j'aurais dû, quelques jours plus tard, en fait, il y avait l'ouverture de la collection permanente du Palais Galliera, musée de la mode, et j'y suis allée trop tôt, du coup, en fait, j'ai fait que l'exposition, vu que le reste n'était pas ouvert. Donc l'exposition, pourquoi 1997? Parce que les commissaires d'exposition expliquent que c'est une année assez marquante dans l'histoire de la mode, où il va y avoir pas mal de chamboulements, de nouvelles choses qui arrivent, que ce soit d'ailleurs au niveau de la mode en tant que pratique, défilé, etc., que autant de l'histoire de la mode. Avec par exemple le meurtre de Versace, Gianni, je sais plus son prénom, Monsieur Versace, le frère de Donatella Versace, ce genre de choses, la mort de Lady Diana, bref, c'est une année qui est quand même assez riche. L'expo est assez petite, mais je trouve qu'elle reste assez efficace pour te présenter un petit peu tout ce qu'il y a eu cette année à travers les créations des divers créateurs, mais aussi via un point de vue un peu plus historique et politique, on va dire ça. Si genre la mode, etc., ça vous intéresse, je conseille. Mais même si vous y connaissez pas trop, franchement, les explications étaient très accessibles et c'était très sympa à faire. La scénographie est très jolie aussi. Tu peux vraiment bien voir les vêtements, etc. Donc je te conseille. Et puis il y avait aussi, parce que parfois c'est un peu compliqué sur un faux mannequin de se rendre compte de comment la pièce bouge aussi, etc., comment elle vit dans l'espace, on va dire. Et du coup, il y avait des vidéos parfois, des défilés où sont passées ces différentes tenues. Et donc là, tu vois tout de suite l'incarnation du vêtement, et c'est vraiment pas mal d'avoir ça à côté pour vraiment se rendre compte. Donc voilà, je te la conseille aussi si ça t'intéresse. Et évidemment, il y a eu la parenthèse La Rochelle, mais ça, je vais pas en parler parce que sinon, ce bilan culturel va être archi long, et surtout que je prépare une vidéo vlog culture sur La Rochelle qui normalement va sortir la semaine prochaine, donc je préfère vous en parler à ce moment-là parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails des musées, des visites, de l'histoire de la ville, etc.
Voilà, mais généralement ce que je peux te dire là, c'est que les visites que j'ai faites, je te les conseille toutes, mis à part peut-être on va dire le muséum d'histoire naturelle, c'est pas forcément une priorité à faire quand tu vas à La Rochelle, mais c'était sympa à faire. Donc voilà, ce que je peux te dire de La Rochelle, mais sinon, j'ai vadrouillé hein, ce mois-ci. J'ai fait une petite journée au Havre parce qu'au premier semestre, un de nos professeurs nous avait conseillé d'aller au MUMA. J'adore ce nom, c'est trop mignon, mais c'est le musée d'art moderne André Malraux du Havre, et du coup on va parler de ça. C'est un musée qui était entièrement détruit de par les guerres, etc., et qui va être reconstruit en 1944, et qui va être là aussi, et qui va avoir un but aussi un peu de redynamiser cette ville, qui a quand même pas mal pris cher pendant la Seconde Guerre, qui a été quand même fortement détruite, qui a dû être reconstruite assez rapidement, etc., ce qui explique comment dire ça sans vous vexer. C'est pas la plus belle des villes que j'ai pu faire, mis à part une certaine rue où il restait des bâtiments un peu 1900, je dirais. Mais ouais, c'est pas très charmant, on va dire, mais le musée est assez bien placé puisqu'il est au bord de la mer, et donc musée d'art moderne, un peu à relativiser parce qu'en fait dans ces collections tu as du 15e, tu as du 16e, du 19e et une majorité de 20e quand même. C'est pas le musée d'art moderne comme vous pouvez le penser, par exemple le MAM ou Pompidou, y a pas d'œuvre du 15e quoi là-bas ou du 16e, c'est finalement une sorte de mini musée des beaux-arts en fait, mais avec une majorité d'œuvres du 20e siècle. Il y avait une belle profusion d'œuvres, il y avait des artistes que tu connais très sûrement, il y avait quelques artistes femmes, en fait je crois que j'ai vu que Marie Laurencin, peut-être qu'il y en avait d'autres et qui m'ont échappé là dans ma mémoire, mais il me semble qu'il y avait que Marie de Laurencin. Ils ont aussi une énorme collection d'Eugène Boudin, et notamment un mur entièrement réservé à ses études d'animaux et plus particulièrement de vaches, donc j'étais trop contente. Moi je suis une gamine, vous me mettez un tableau de vache dans un musée, je suis contente, je suis la plus heureuse et ma visite est rentabilisée, enfin voilà. Non mais voilà, on peut être immature hein, sur certains côtés, mais moi les tableaux de vache, ma passion, c'est pas pour rien que Rosa Bonheur, je l'adore, enfin bon bref, passons. Et il y avait aussi une énorme simèse entièrement réservée à toutes ces petites peintures d'Eugène Boudin. Donc voilà, les explications suffisamment claires, pas systématiques sous les œuvres, ce qui était un petit peu dommage parce que, du moins sur celles qui sont présentées, il n'y en a pas non plus 46 000, il y en a un petit nombre quand même, mais c'est vrai que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus d'explications écrites directement à côté du cartel informatif. Et quand j'y suis allée, donc, il y avait une exposition sur Albert Marquet, qui est un peintre qui, je dirais, est un peu un mélange entre l'impressionnisme et le fauvisme. Et donc là, c'est focus sur les peintures qu'il a pu réaliser en Normandie, parce que évidemment, on est au Havre, en Normandie, donc généralement, on essaye de traiter soit des artistes locaux, ou des artistes qui ont traité de la région, etc. Et du coup, il me semble que Marquet est de la région, et en plus, il a traité du coup de la Normandie. Donc ça va un peu parler de tout ça, de ses différents voyages dans la région, de pourquoi il aimait telle ou telle chose dans cette région, pourquoi ça en est devenu des motifs très récurrents, voire des séries dans son œuvre. Donc c'était assez intéressant. T'avais des mises en parallèle avec d'autres artistes, comme avec Pissarro, t'avais en fait un même point de vue, mais peint par Marquet et l'autre peint par Pissarro. Je t'avoue que d'un point de vue esthétique, il m'a pas transcendé, j'ai pas trop aimé, sauf ses impressions d'atmosphère. C'était très sympa à voir, je trouvais qu'il se débrouillait vraiment bien pour rendre compte du brouillard, de la fumée, ce genre de choses, ça j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai que ces sujets un peu bon voilà, le port du Havre, des rues pendant le 14 juillet, des plages, etc.
J'ai pas trop été sensible à ça. Là je regarde le fascicule parce qu'il y a des œuvres, ça m'aide à en parler. C'est des lieux en plus de ça que je connais, donc que visuellement j'ai en photo dans ma tête. Et ça m'a pas plus transcendé que ça, mais vraiment ces effets d'atmosphère par contre, c'était très joli à voir. L'exposition était assez claire et plutôt d'un point de vue chronologique, donc c'était assez simple à suivre. Et ma foi, je garde son nom en tête pour le concours et avoir voilà, des exemples qui se démarquent peut-être un peu plus d'autres candidats. Ça change de parler, je sais pas moi, d'un Raoul Defy ou quelque chose comme ça. Ah oui, ami de Raoul Defy, soit dit en passant, peut-être que tu le connais, voilà, pour te replacer un petit peu dans le contexte. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un musée que je te conseille fortement, qui est quasiment éclairé qu'à la lumière naturelle, vu que c'est une bâtisse qui a des murs en fait en verre, donc c'est très agréable. Le lieu est agréable, t'as les œuvres et d'un côté t'as la mer. Non, c'était vraiment assez sympa, le lieu est assez aéré, c'est très sympa à faire, c'est pas non plus un énorme musée, donc vraiment une visite te suffit et ça va pas t'épuiser quoi. Donc plutôt sympa à faire, donc je te conseille. Et ensuite je suis passée au Portique, qui est le centre régional d'art contemporain du Havre et qui présente une exposition de Philippe Maillot, Songe d'un jour d'été. Donc ce monsieur a un univers quand même assez chimérique et creepy. Il y avait des choses un peu creepy, on va pas se le cacher. J'étais toute seule dans le lieu, enfin avec ma mère, mais on était que toutes les deux quoi, c'était pas très fréquenté, donc très agréable pour visiter. Je dirais que les explications par exemple sur ce papier sont suffisantes, mais il faut savoir rayer un peu les mentions inutiles et les espèces de fioritures qu'on met quand on parle d'art contemporain. Parfois ça peut un peu perdre le lecteur, le visiteur, voilà. Donc moi ce que je te conseille, c'est si tu y vas, que tu comprends pas trop ce qui se passe, il y a une vidéo de l'artiste qui parle de son travail, je te conseille de regarder ça et ensuite d'aller voir ses œuvres, parce que ça permet un peu plus d'enlever certaines... Ça permet de mieux comprendre quoi, hein, ce qu'il a voulu faire. Il s'exprime assez simplement, donc ça te permettra peut-être un petit peu de mieux comprendre. Donc il y a des œuvres qui m'ont plu, d'autres un petit peu moins, parce que ambiance un peu trop creepy pour moi. Au niveau de ces peintures, un peu, c'est des espèces un peu de dieux mythologiques, etc. Faut vraiment que tu t'approches du tableau pour voir que le motif que tu voyais à l'origine, bah en fait dedans il y a encore plein de motifs, plein d'éléments, etc. Donc ça c'est assez ludique à regarder. Y avait une installation qui m'a pas mal fait rire, où en fait c'était une espèce de bras qui traçait un motif dans le sable, et t'avais un autre bras qui lui s'efforçait d'effacer à chaque fois les traces qui venaient d'être faites. Donc c'était assez marrant si on veut, enfin... C'est un humour particulier hein, quand même, l'humour d'historien de l'art, surtout spé contemporain. C'est... Bon, bref, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi ça m'a fait rire de voir un des bras qui s'efforce à tracer des motifs et à faire, je sais pas, quelque chose d'esthétique sur ce sable, et d'avoir l'autre qui lui efface tout à chaque fois. Enfin bon bref, ça m'a fait un peu rire, un peu de la peine, mais un peu rire aussi. Donc voilà, cette installation m'a fait rire. Je l'ai trouvé assez sympa, et évidemment aussi quand il y a du mouvement etc, c'est un peu plus ludique et peut-être un petit peu plus simple en compréhension ou en approche. C'était la première fois aussi que je voyais un NFT exposé, mais parce que ça fait un moment aussi que je suis pas allée à Pompidou, faudrait que j'aille voir si... parce que je crois qu'ils en ont acquéri il y a pas longtemps, donc il faudrait que je vois si c'est exposé. Mais enfin bon bref, il y avait un NFT, donc j'ai trouvé ça assez marrant de voir un NFT en exposition. Je suis pas encore habituée à ça. Donc c'était sympatoche à faire. Si t'as des questions aussi, la personne qui gère le lieu est prête à te répondre. Il y a des visites de groupe, etc. Qui peuvent peut-être te permettre d'un petit peu mieux comprendre. Parce que c'est vrai que quand tu te retrouves un peu seul dans ces pièces-là, tu comprends pas forcément. Mais voilà, t'as des explications qui te sont données. Regarde ça, tous ces détails, etc. et tous ces cartels.
Mais du coup voilà, je te conseille, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est l'occasion de voir de l'art contemporain gratuitement et d'avoir des explications en plus qui vont avec et des personnes disponibles pour répondre à tes questions. Donc ça c'est plutôt cool. Et il me semble que c'est tout, je crois que j'ai fini de te parler de ce que j'avais fait là-bas. Je sais pas s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans ce que j'ai pu dire et je sais pas si je vous ai donné envie d'aller faire quelques expos ou non. Mais voilà pour ce mois-ci. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour La Rochelle, on va un peu débrief tout ça. Et d'ailleurs merci à ceux qui partagent leurs petits tips, leurs petites adresses quand je vais à travers la France. C'est toujours très très utile. Donc merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!